Bonjour, heureux de vous retrouver. Entrons de plein pied dans le vif du sujet. Il m'a été donné d'apprendre et de sources diplomatiques algériennes sûres, de haut niveau, requérant l'anonymat, que le président Tebboune, le chef d'état-major Chengreha, tous deux en tête des membres du gouvernement et des parlementaires séparément, ou même certains parmi eux réunis en privé, en ce week-end à Alger, comme s'ils constituaient une équipe dirigeante pour un numéro spécial de Weekend Story, ou comme s'ils se tenaient en téléspectateurs privilégiés en VIP pour voir cette émission purement algérienne dont vous vous souvenez certainement et qui caricaturait sur la personne du souverain marocain. Donc bref, tous les dirigeants algériens, ou presque, s'étaient carrés confortablement dans leur fauteuil, devant leur petit écran bien à l'aise, en se frottant probablement les mains pour savoir ce que dira le roi du Maroc et voir comment réagira-t-il à la plus récente et plus grosse absurdité algérienne jusqu'ici inventée, accusant le Maroc d'avoir assassiné 3 paisibles citoyens algériens chauffeurs de camions. Et comment le roi agira-t-il à la menace algérienne, assez floue et vague certes, mais bien officielle? Une réaction royale qu'il espérait aussi brutale et légère, insolente, arrogante et maladroite que leur provocation. Car en effet, tous les responsables algériens, combien rapidement à la fin du discours royal, furent profondément déçus, déconcertés, froissés, désappointés, en voyant que le roi a royalement ignoré l'État algérien, en ignorant leur absurde grossièreté, soit leur ridicule menace de punition ou de guerre, selon certains exégètes politiques. Bien sûr que tous les médias algériens, y compris les canaux électroniques et les réseaux sociaux annexes ou subsidiaires, ont été autant malheureux. Mais en fait, la cause de leur déconvenue et leur désillusion tient en quelques mots, à savoir leur ignorance quasi totale de la personnalité du roi Mohammed VI, de sa psychologie et de sa philosophie politique, dans l'art de gouverner en symbiose avec son peuple. Alors, il m'a paru opportun, afin de rectifier leur tir à l'adresse du Maroc et son souverain, de leur apprendre ce qu'est Mohammed VI, en leur soulignant ses principaux attributs. Mohammed VI démontre par l'action avant les discours que les actes sont plus éloquents que la parole, contrôlant ensuite la fréquence de ses paroles officielles, par souci de n'en dire pas plus qu'il le faut, évitant encore tout commentaire superflu à un geste suffisamment parlant. Il est confiant de ses actes, tant par les raisons qui les justifient que par leur adéquation et leur qualité. En somme, il adhère à la très populaire maxime chinoise affirmant que, je cite, « trop de paroles tue l'action ». Il est encore convaincu que dans toute action, le bien c'est la fin, car c'est en vue de cette fin qu'on accomplit toujours le reste. Comme disait Aristote. Aussi, par les mots autant que par les gestes, le souverain fait savoir son véritable esprit pratique, préférant l'action utile à la parole futile. Et c'est quelques mois à peine après son avènement qu'il l'affirme ouvertement, je cite, « en s'interdisant de prendre part à une conférence où les participants hausseraient le ton à qui mieux pour se diviser, au lieu de traiter les vrais problèmes économiques et sociaux. » Fin de citation. Et cela, il le déclarait à Washington. Une décennie et demie plus tard, il le réitère à Riyad dans les termes suivants, je cite, « L'action arabe commune ne se réalise pas à coups de réunions et de discours, ni au moyen de sommets périodiques de forme ou de résolutions toutes prêtes, mais inapplicables. En revanche, elle requiert des efforts soutenus et une coopération tangible. » Et puis, même si l'on perfectionne l'action et le discours en les opérant dans le bon sens, je cite, « bien faire vaut mieux que bien dire », selon le proverbe français. Et dans cette même langue de Molière, il est dit « bien faire et laisser dire ». Et le successeur de Hassan II sait bien faire en laissant dire. Toutes les mauvaises paroles algériennes, propagandistes et provocatrices contre sa propre personne et contre son peuple, auquel il se montre indifférent tout en œuvrant davantage comme premier serviteur du pays, en témoignent royalement. Pas moins qu'elle l'est pour replacer l'action. L'acte, c'est l'acte, et le verbe, c'est le verbe. À chacun donc son rôle et son temps dans la politique rationnelle d'un chef d'État ou de gouvernement. Et dans cette logique, le meilleur de nos convictions ne peut se traduire par des paroles. Le langage n'est pas apte à tout.
selon le grand écrivain et poète allemand Goethe. En se pliant à la logique de brièveté, son discours obéit à l'exigence de précision, à l'utilité de concision et au besoin de simplification. Il parle avec clarté et brièveté à ce propos, évoquant le projet d'un partenariat maroco-européen qui se situerait entre les formules de l'association et de l'adhésion. Le souverain, s'adressant à son homologue français au printemps 2000, exhortait pour la cause à un réalisme concret. Je cite: « Mon propos, Monsieur le Président, ne vise pas un effort conjoncturel qui resterait celui du domaine de l'imagination politique ou d'une rhétorique qui serait celle du discours académique de l'instant. » Fin de citation. Le roi Mohamed VI préfère l'action à la parole, mais il aime encore le silence en agissant. Il n'apprécie pas les démarches très médiatiques. Comme il le déclarait au quotidien Le Figaro, « Je ne suis pas candidat au hit-parade », répondait-il encore à un journaliste français qui le voyait, je cite, « cultiver le mystère », dit-il. Ou encore, avait dit le roi, « Je préfère parler d'information, pas de scoop. » Du reste, on le constate tous les jours. Mohamed VI a pris le parti d'être, je cite, « le premier ouvrier du royaume », écrit la revue Le Nouvel Afrique-Asie. Il s'est révélé incontestablement comme un travailleur extraordinaire. Sur ce plan, on pourrait le comparer à Louis XIV en tenant compte du caractère discret cependant du souverain marocain. Il est d'ailleurs révélateur de noter qu'il travaille activement en haute saison estivale comme en basse température hivernale, défiant le froid et la chaleur, qu'il pleuve, qu'il neige et même sous un soleil éclatant, voire sous la canicule. Sa démarche et son allure paraissent inchangées. Son dynamisme se déclare dans la sérénité et le silence, évitant le vacarme. Il n'apprécie guère la propagande ni les slogans. Il ne soulève pas la poussière derrière ses pas pour montrer qu'il marche, et ses souliers ne font pas de bruit pour signaler sa présence. Celle-ci est même saisissable dans son absence par ses collaborateurs au cabinet royal et par ses ministres au gouvernement, car présent ou absent de son bureau, il est aussi efficace et actuel dans ses déplacements et ses voyages. La logique et la détermination marquent son ardeur. Bref, le roi Mohamed VI travaille. C'est un bosseur, reconnaîtra le quotidien français Le Monde. Tabler sur l'immobilisme et l'effacement serait méconnaître le caractère de l'homme, les exigences de la fonction et les risques du métier de roi. C'est pourquoi il peut surprendre, écrivait un célèbre magazine de Paris réputé versé dans les affaires arabes. C'est le magazine Arabie. Finalement, Sa Majesté Mohamed VI se distingue par rapport à ce que les Marocains ont l'habitude de voir, de savoir, d'entendre et de comprendre depuis l'indépendance. La clairvoyance d'une personne se constate généralement dans ses actes et ses paroles. On ne la devine pas. Mais chez le monarque, la clairvoyance interpelle l'intelligence, attarde la réflexion, anime l'imagination et force l'admiration. On finit alors par saisir les raisons profondes et les visées lointaines qui l'expliquent, même si son courage moral le pousse à sensibiliser les Marocains sur l'importance de l'action positive. Je cite, « Tout un chacun doit réaliser que l'avenir se construit dès à présent et que le lendemain sera le fruit de ce que nous réalisons aujourd'hui. D'ailleurs, le sage enseigne par ses actes, non par ses paroles, comme disait Xiang Yang. Porté viscéralement à la pratique plus qu'à la théorie, le roi Mohamed VI est un homme de terrain. Pour lui, le verbe n'a d'importance que s'il est l'ombre de l'action. Et celle-ci n'est encore exemplaire que dans la mesure où son accomplissement se fait le plus discrètement possible. Là où la pensée de Montesquieu, je cite, « Quand on n'a rien de nouveau à dire, il vaut mieux se taire ». Mais ce n'est peut-être pas l'avis du pouvoir algérien qui ne semble pas vouloir se taire dans tous les cas et quoi qu'il soit. Avec ou sans des choses nouvelles à dire, car visiblement et fréquemment, les dirigeants algériens de Chengreha à Lamamra en passant par Tebboune ont toujours de nouvelles choses à dire contre le Maroc en prétendant que tous les malheurs qui atteignent l'État, le territoire et le peuple algérien proviennent du Maroc, quitte à inventer presque chaque jour du nouveau à dire. Et c'est là l'erreur de jugement fatale la plus grave chez les dirigeants algériens. En croyant pouvoir entraîner le roi vers leur piège politique, en pensant pouvoir l'acculer à réagir comme eux à leurs provocations et par les mêmes méthodes aussi condamnables que minables, comme s'ils n'ont jamais fait l'effort à réaliser, à l'instar d'autres dirigeants occidentaux et africains,
que le roi du Maroc, dont la psychologie, la philosophie et le style diffèrent de son regretté père, possède l'arme du silence et de l'indifférence positive comme épée redoutable à l'escrime diplomatique à laquelle le contraindrait un adversaire. En gros, ce qui caractérise la personnalité et le style de Mohamed VI, c'est l'éloquence du silence et la parole de l'action. En fait, les actes ne sont-ils pas des témoignages plus dignes de foi que les paroles, comme disait Xénophon? En définitive, le roi Mohamed VI a l'art de l'indifférence aux insolences, l'efficience de la résistance à l'indécence, c'est-à-dire la réplique silencieuse mais foudroyante aux offenses déplacées ou grossières. Et dans leurs différentes formes que contient le dictionnaire français, ce roi a la capacité morale extraordinaire à opposer à tous les piètres sarcasmes et mièvres cacophonies qu'on lui lâche lâchement de l'étranger, le suprême dédain de la force tranquille. Nonobstant ces brefs instants de colère, comme il en arrive à tous les humains, et en dehors des moments émotionnels éphémères, le roi reçoit ses émois avec foi, et c'est dans un détachement et un calme de profondeur que cela se passe, même si des signes d'irascibilité apparents montraient parfois le contraire, aux yeux d'un membre de sa famille, de son entourage direct au palais ou à l'extérieur. Les secrets de cette énergie intérieure tenace ne sont pas facilement décelables, certes, mais l'on pourrait en percevoir les plus palpables. D'abord, faut-il retenir qu'en règle générale, le souverain apprend les nouvelles et prend les événements tels qu'ils sont, avec philosophie, à la faveur de sa philosophie, dans la sérénité qu'il estime salvatrice et l'impassibilité qu'il juge nécessaire. Ainsi, toujours imperturbable, Mohamed VI, au fond de son âme, de son esprit et de son cœur, agit dans la vigilance et réagit dans l'assurance. Il suffit de l'observer attentivement pour s'en persuader, surtout dans une conjoncture de critique médiatique aussi critiquable que discutable, faisant d'internautes ou de sites hostiles au Maroc ou à la monarchie. Le roi Mohamed VI est le pilote du Maroc. Et le métier de pilote exige le calme, la confiance en soi et la placidité dans la réflexion, en excluant la panique, l'hésitation et le doute dans la précipitation. Et l'ensemble de ces notions sont encore plus obligées et exigées pour un gouvernant d'État pilotant une révolution. Le métier de pilote requiert à la fois le courage, la sérénité et la confiance en soi dans l'action. Mohamed VI en était conscient dès les premières années de son avènement. Je cite, « Je pense que l'insouciance, qu'on soit roi ou pas, disparaît à partir d'un certain âge. Elle laisse la place à la sérénité, celle qui vous rend plus solide face aux événements. » Dans ce raisonnement philosophique pénétrant, le roi se révèle psychologiquement et politiquement bien armé face aux périls de la vie, aux défis de son temps, aux épreuves du destin, soit au risque du métier. Il apparaît endurci contre les affronts sur tous les fronts, un souverain blindé aux offenses par sa force de défense, insensible aux critiques, aux provocations, aux injures injustes et aux rumeurs infondées, comme s'il en était immunisé, impassible, invincible, n'étant plus capable de les sentir par sa carapace morale, à la fois protectrice et réparatrice. Bref, Mohamed VI est un homme dont la conscience est cuirassée, cuirassée, cuirassée. Et même dans son irascibilité épisodique spontanée, le tempérament du roi est caractérisé par l'absence d'agitation émotionnelle, c'est-à-dire l'acceptation calme de l'inévitable, la soumission à la fatalité inexorable, là où les événements s'avèrent tantôt agréables, tantôt désagréables. Depuis son accession au trône, à l'instar de Moïse implorant l'omniprésent de, je cite, « nous aider à agir avec douceur et humilité lorsque nous sommes attaqués dans notre personne ou dans la légitimité de notre engagement, sachant que l'Éternel entend. » Et mieux que Moïse, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, administrera à l'humanité la meilleure leçon d'impassibilité face aux offenses insolentes des Korachites infidèles en maîtrisant ses émotions. Les dirigeants algériens, Chengrehat, Tebboune et consorts, s'attaquent également à un descendant du prophète qui gouverne un peuple dont il est le premier serviteur. Si l'histoire se répète ainsi, et que les tenants du pouvoir algérien soient aussi agressifs et arrogants envers Mohamed VI le roi, que Dieu l'assiste, que le fussent des chefs de tribus mécoises à l'égard de Mohamed le prophète, que la paix soit sur lui, il semble se trouver aujourd'hui face à un homme qui les traite de la même manière que le premier de ses aïeux. Il a entendu qu'en refusant la main
de paix et de coopération que lui a tendu le roi Mohammed VI, Shangri-Ha s'apparente à Abi Lahab, qui refusait l'islam auquel le conviait le dernier prophète des religions monothéistes. Mais les ennemis du prophète finirent par comprendre qui était Mohammed, prophète de l'islam. Shangri-Ha, Tebboune et consorts ont-ils maintenant compris quelque chose à Mohammed, roi du Maroc, après son discours du 6 novembre 2021? À la prochaine vidéo, si Dieu l'admet, je l'espère.